bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission spéciale consacrée au centenaire de la bataille de la Somme. Nous sommes à Albert, au cœur du pays du Coquelicot, ce secteur de la Picardie où a eu lieu cette grande bataille de la Somme. D'ailleurs, le nom pays du Coquelicot n'est pas choisi par hasard. Le coquelicot, c'est cette fleur symbole des soldats anglo-saxons tombés au combat, car c'est ici, sur une ligne de front de 40 km de long environ, qu'ont péri ou ont été blessés ou sont disparus ou bien ont été faits prisonniers 1 200 000 soldats pendant cette bataille de la Somme. Ça s'est passé entre le mois de juillet et le mois de novembre 1916. Alors bien sûr, dans ce secteur, beaucoup de lieux de mémoire. On y sera en direct dans cette émission avec nos journalistes. On sera à Thiepval, au mémorial britannique. On sera à Contalmaison avec les Écossais, à Ulster Tower avec les Nord-Irlandais, à Beaumont-Hamel avec les Canadiens ou encore à Fricourt. Rémi Vivenot nous rappellera que l'Allemagne, elle aussi, a payé très très cher cette bataille de la Somme. Beaucoup de nations impliquées dans cette bataille qui a duré 5 mois, la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Alors vous avez vu les cérémonies de Thiepval ce midi sur notre antenne, sur France 3 Picardie également, dans les antennes voisines dans le Grand Est et le Nord. Vous avez vu donc ces cérémonies très solennelles et très émouvantes. Cette émission est faite pour mieux comprendre cette bataille de la Somme, et pour cela, Dominique Patinec et des invités nous ont rejoints que vous allez nous présenter. Oui, bonjour Cathy, bonjour à tous. Avec nous évidemment parmi ces invités, Jean-François Delassus, le réalisateur de ce documentaire Somme 1916, la bataille insensée, que vous avez regardé, j'espère, il y a quelques minutes sur France 3. Vous aurez beaucoup de choses à nous dire, Jean-François Delassus, sur cette bataille qui vous a beaucoup ému, beaucoup marqué. À vos côtés, Alexandre Lafont, historien, directeur adjoint de la mission du centenaire. Vous êtes aussi le conseiller historique de ce documentaire. Je pense qu'on assistera à quelques échanges entre vous d'ailleurs sur l'appréhension des généraux notamment, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Et puis il y a avec nous John Horn, vous êtes historien, vous enseignez au Trinity College de Dublin et vous faites partie du centre de recherche de l'historial de la Grande Guerre à Péronne. Bienvenue à vous. Merci. Et avant de commencer cette émission de compréhension, on va revenir du côté de Thiepval où finalement le président de la République François Hollande était présent. Ça s'est vraiment joué dans les tout derniers jours de la veille, en fait, la veille d'aujourd'hui. On l'a interviewé, Pierre-Guillaume Crégnot et Aurélien Barège ont recueilli sa réaction face à cette cérémonie à Thiepval très solennelle. Sur moi. Je te passe la main. Voilà un contexte évidemment très particulier pour ce centenaire de la bataille de la Somme. Dominique, François Hollande, il s'est fait désirer. Effectivement, il s'est fait désirer, le président de la République. Première question d'ailleurs à Jean-François Delassus par rapport à ça. On sait que le président s'est fait attendre. On s'est dit que finalement ces cérémonies allaient peut-être passer un peu en catimini. Votre film, vous l'avez appelé Somme 1916, la bataille insensée, mais vous auriez aussi bien pu l'appeler la bataille oubliée. Oui, parce que la Somme a été relativement oubliée par rapport à Verdun. Verdun a éclipsé la Somme. En réalité, c'est le recto verso de la même bataille. Mais c'est une bataille véritablement franco-britannique dans la mesure où elle a été décidée
avant Verdun, en fin 15, elle a été voulue par les Français. C'était une bataille qui devait être partagée à 50% entre Anglais au nord de la Somme et les Français au sud de la Somme. Et c'est l'irruption de la bataille de Verdun qui fait que les Français ont dû dégarnir leur front, envoyer des troupes pour défendre Verdun, et qui fait que la bataille est devenue aux 2 tiers anglaise et 1 tiers française. Mais on oublie que les pertes françaises dans la bataille de la Somme, c'est 1 tiers également, c'est-à-dire que sur 600 000 pertes, les Français, c'est 200 000. Or, à Verdun, il y a 300 000 Français perdus, morts ou blessés. Il y en a 200 000 sur la Somme. Donc c'est quelque chose de considérable et c'est un tout petit peu injuste. Et aujourd'hui, les cérémonies rétablissent un peu la vérité. C'est tout à fait injuste de considérer que c'est une bataille purement britannique. Les Français ont perdu beaucoup de sang et d'énergie sur la Somme. John Horne, justement, les Français l'ont un peu oublié, cette bataille. Est-ce que, en revanche, pour les peuples anglo-saxons, c'est la bataille la plus importante, celle qui a marqué le plus leur imaginaire depuis 100 ans? Oui, je pense que c'est le cas. Il est vrai qu'il y a eu d'autres batailles, les diverses batailles d'Ypres, la bataille de Passchendaele en 1917, mais globalement, je dirais que c'est la bataille de la Somme qui marque la mémoire britannique d'abord parce que c'est le baptême du feu. Finalement, pour les Britanniques, c'est l'équivalent de l'automne 1914 pour les Français. Et cette grande armée à la taille continentale, établie essentiellement de volontaires, donc c'est le baptême du feu. Ça touchait toutes les villes du Royaume-Uni et de l'Empire, toutes les familles, je dirais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le grand désenchantement de la guerre. On a fait une offensive avec l'espoir de la rupture au bout de 4 mois et demi. C'est une bataille qui se compte en termes d'usure et donc c'est un désenchantement. Donc comme disait le grand poète de guerre, le grand poète soldat britannique Wilfred Owen, son sujet était la pitié de la guerre et la poésie était dans la pitié. Et donc pour les Britanniques, je pense que la Somme représente aussi la tragédie des guerres, des grandes guerres du XXe siècle, avec ce côté nostalgique, la pitié, la tragédie de la guerre. Voilà, un double symbolique. Alexandre Lafont, les soldats qui sont partis au combat le 1er juillet justement, les Français d'un côté, les Britanniques de l'autre, est-ce qu'ils étaient préparés différemment? Est-ce que les Français étaient peut-être plus aguerris, plus prêts à ce combat acharné? Alors, on peut répondre à la fois oui et non. C'est-à-dire que les soldats britanniques qui partent, ces volontaires que évoquait John Horne aujourd'hui, étaient très bien formés pour le combat. Et le combat de tranchées, ça faisait effectivement quasiment 1 an et demi, 2 ans que l'on se battait dans cette guerre de siège et cette guerre de tranchées. Et donc les soldats britanniques en particulier étaient préparés parce que justement on souhaitait une percée assez réussie au moment de cette bataille de la Somme. Du côté des Français, effectivement, on avait des soldats qui avaient peut-être un peu plus d'expérience parce qu'ils avaient combattu aussi en Artois, en Champagne en 1915. Pour beaucoup, ils savaient ce que c'était que la guerre des tranchées. Et d'ailleurs, je pense que ça a pesé dans la mémoire. On pourrait en discuter longuement, je pense, avec John. Mais à mon sens, le fait aussi que les soldats français n'ont pas découvert ce que la guerre, ce désenchantement dont il parle dans la bataille de la Somme fait aussi peut-être que dans la mémoire française, elle n'est pas restée autant que la bataille de Verdun, qui, elle, a mis en jeu un nouveau champ de bataille et une nouvelle manière de se battre. Ils ne passeront pas. Alors, ils ne passeront pas parce que ce sont les Français qui défendent Verdun seuls, d'une part. Et là, c'est l'inverse. Et exactement. Donc, les Britanniques, on pourrait dire que la Somme est le Verdun des Britanniques, en quelque sorte. Et à Verdun, les Français, pourtant aguerris, découvrent, alors là, pour le coup, encore une nouvelle forme de combat, puisqu'il n'y a pas de tranchée à Verdun. Il n'y a pas de tranchée, c'est une guerre de petits groupes, dans des ravins, dans des collines, dans des trous d'obus. Et c'est une bataille terrible de petits groupes, comme je viens de le dire, à la différence de la bataille de la Somme, où ce sont en fait des attaques successives essentiellement qui vont avoir lieu entre juillet et novembre 1916. John Horne. Oui, j'allais ajouter, j'abonde dans le sens d'Alexandre Lafont, c'est-à-dire que pour les Français, bien sûr, Verdun change un peu la perspective sur la guerre parce que c'est une deuxième bataille de la Marne, c'est une bataille défensive, tandis que pour les Allemands, c'est intéressant, ils tentent de faire une bataille qui va
faire craquer les Français qui devient ensuite une guerre d'usure. Donc eux, les Allemands ne croient pas tellement à la rupture à ce moment-là. Tandis que pour les Britanniques, les Français sur la Somme, c'est l'offensive qui va briser le front allemand. En revanche, pour les Allemands, la Somme, c'est leur Verdun. C'est une bataille défensive et c'est comme si la rivière de la Somme formait les avant-postes du Rhin. Et Cathy, effectivement, on oublie les Français. Pourtant, il y a une nécropole très impressionnante dans notre région. Et oui, elle est à Rancourt, effectivement, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Un de ces villages que la France a su reprendre en septembre 1916. La cérémonie a eu lieu hier soir. Gontran Giraudot et Julien Guéry nous donnent un aperçu des lieux. Faire attention à un truc, c'est que c'est décalé de 30 secondes à 1 minute par rapport Oui, c'est une bombe à retardement. Ok, donc là, résumé de la matinée. Vous avez eu de bons échos? Des questions d'abord, non? Questions d'abord. Questions d'abord ou résumé de la matinée tout de suite? C'était promis. Oui, d'accord. Okay. On fera une question sur l'état d'esprit des Français et après on partira sur les généraux avec vous trois. J'enchaîne? Toi? Ouais. Attention, ça va être à nous. Alexandre Lafont, vous vous intéressez beaucoup à l'état d'esprit du soldat de base, le fameux poilu. Quel est-il cet état d'esprit au moment où on les appelle sur la Somme ? Alors comme je l'ai dit, pour certains d'entre eux, ils sont dans les tranchées depuis un certain nombre de mois. Ils ont reconstitué une solidarité, une sociabilité qui est propre à l'armée française. Sur la Somme en particulier, on n'en a pas encore parlé, mais les Britanniques combattent dans ce qu'on appelle les PAL Battalions, c'est-à-dire des bataillons de copains. En particulier ces volontaires qui viennent d'un même quartier, d'un même village, d'une même ville, d'un même comté et qui viennent se battre sur la Somme. Du côté français, il y a un recrutement, on va dire, qui est encore largement régional, c'est-à-dire que les soldats viennent de la même région, de départements, 4-5 départements limitrophes. Donc ils ont, on va dire, la même culture, entre guillemets. On a des méridionaux, du sud-ouest, du sud-est, des Bretons. Les Bretons qui baragouinent, par exemple. Par exemple. Et donc on a encore en 1916 une certaine homogénéité dans ce recrutement régional. Je traduis pour nos téléspectateurs du Nord et de l'Est. Bara et Gouin, ça veut dire du pain et du vin. C'est ce qu'ils réclamaient tout le temps à leurs officiers qui ne les comprenaient pas. Alors ça aussi c'est quelque chose qu'il faut peut-être un petit peu nuancer sur le fait que les régions apprennent le français dans les tranchées. La Troisième République était passée par là, son école en particulier, et les jeunes de 20 ans en particulier, les recrues 20 ans, 25 ans, 30 ans, savaient parfaitement, qu'ils soient de Bretagne ou des méridionaux, parler français, en tout cas le comprendre. Je vous renvoie aux centaines de lettres et de carnets qui ont été rédigés en grande partie, voire quasiment majorité en français. Alors, ce soldat français, il se bat en 1916 pour son camarade. Il se bat pour le soldat qui est à côté de lui, celui qui a vécu la même expérience que lui. Il se bat dans le but aussi, pour certains, de délivrer le pays. Le patriotisme est une valeur qui est partagée à plus ou moins de degrés chez les soldats. Et surtout, le soldat de 1916 qui se bat sur la Somme a une autre idée, et on le lit dans les lettres, on le lit dans les correspondances et dans les journaux, une autre idée de ce que c'est que l'égalité de l'impôt du sang.
C'est-à-dire que la France connaît la conscription, les soldats sont mobilisés dans le cadre du service militaire universel depuis 1905 et il est très critique vis-à-vis de la place de chacun, critique positif ou négatif. C'est-à-dire l'officier qui est là, est-ce qu'il commande bien ses hommes? Est-ce que lui est avocat et moi je suis simple ouvrier ou simple paysan? Même si moi je suis simple paysan, il doit entendre aussi comment je fais la guerre et pourquoi je la fais. Critique, vous l'êtes aussi, Jean-François Delassue. Vous, il y a des hommes qui vous énervent profondément et vous l'avez montré dans ce documentaire, ce sont les généraux. Pourquoi ? Le haut commandement des deux côtés, le grand quartier général, les hauts états-majors, parce que les officiers de terrain étaient des gens près de leurs hommes. Et souvent, d'ailleurs, proportionnellement, il y avait plus de pertes chez les officiers de terrain, capitaines, lieutenants et même au-dessus, que chez les hommes. Mais dans les bureaux, pour employer le mot, dans les châteaux, on a affaire à des gens qui ont une vision plutôt théorique de la guerre, qui écrivent des plans sur des centaines de pages où ils prévoient tout, sauf l'échec. Le drame de la Somme, qui en fait la bataille peut-être la plus exemplaire de 14-18, c'est l'erreur stratégique profonde de départ, des erreurs de jugement profondes. L'erreur est humaine, on peut accepter une erreur qui, même si elle coûte un nombre gigantesque d'hommes le premier jour, ou la première heure même. Vous pointez la responsabilité d'un homme, d'ailleurs Douglas Haig. Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on maintient les ordres, quoi qu'il arrive, et on s'obstine dans l'erreur pendant 5 mois. C'est ça qui est assez révoltant. John et qui Horne, fait penser vous êtes plus nuancé là-dessus. Qui fait penser que dans le haut commandement, on n'avait pas beaucoup de respect pour la vie humaine. C'était vraiment la chair à canon. Douglas Haig avait-il le respect de la vie humaine? Non, je suis entièrement d'accord avec Jean-François sur son dernier point. Il y a une sorte de façon de dépenser les vies des hommes pendant la Première Guerre mondiale qui c'est d'une autre époque, littéralement. Donc, et ça nous choque et à raison. Mais je dirais d'abord en ce qui concerne les châteaux, il faut savoir qu'il y a toute la technicité de la guerre qui compte pendant la Grande Guerre comme de nos jours. Et donc il n'y a pas la radio TSF. Donc il faut s'imaginer aussi des batailles qui sont les plus grandes batailles de l'histoire, avec des millions d'hommes qui sont déployés et une logistique matérielle extraordinaire. Donc pour gérer, et c'est bien le mot, pour gérer tout ça, il faut être à l'arrière, il faut bien pouvoir prendre donc l'ensemble de la bataille dans sa vision. Et donc ça crée malheureusement cette séparation entre le haut commandement et les hommes. Je suis de votre avis, mais je pense qu'il y a des raisons pour cela. En ce qui concerne le comportement, les stratégies, les tactiques des généraux, j'ai une question très simple à nous poser à nous tous. Est-ce qu'il y avait une solution pour le problème stratégique de la Grande Guerre, c'est-à-dire une guerre industrialisée où la défensive prédomine et dans laquelle la rupture est quasiment impossible? Peut-être dans l'histoire, il y a certains problèmes qui n'ont pas de solution. Et donc, à ce moment-là, il faudrait mieux peut-être comprendre la Grande Guerre comme une guerre qui n'est sous le contrôle de personne. Donc, on invente, on essaie, et pendant le déroulement de la bataille de la Somme, côté français, côté britannique, on essaie deux, trois choses. D'abord, il y a l'idée de la percée, donc il faut le faire sur un front suffisamment large pour pouvoir donc ouvrir la brèche. Mais si on fait ça, ça demande un bombardement d'artillerie qui n'existe pas dans Ils espèrent utiliser la cavalerie d'ailleurs s'il y avait une percée. Sinon, ben, on a compris ça, une autre tactique, donc c'était Fayolle pour la 6e armée française, le général Fayolle, et Rawlinson, qui était le général sous Haig, donc commandant de la 4e armée britannique. Qui était dans un château à Carrieux, justement. Et c'était, et la tactique, c'était montre et tenir. Donc on avait bien compris que si on bombardait intensivement un front étroit, on pouvait le saisir et le tenir. Mais le problème, c'est que ça ne donnait pas la percée. Et finalement, il y a ce que j'appelle une sorte de logique secondaire d'usure. Au moins, nous avons tué plus que eux de nous. Voilà. Alexandre Lafont, ces généraux, vous pensez qu'ils se sont obstinés dans l'erreur ou qu'ils étaient tout simplement ballottés par les événements, quelque chose qui les dépassait? Moi, je souscris beaucoup plus à la réflexion de John Horne. On a eu de longues discussions avec Jean-François sur cette question centrale que je comprends profondément en tant que citoyen, évidemment, et en termes de jugement moral sur ce que les généraux ont pu faire de leurs hommes.
Mais tout de suite, ma question qui a été posée à Jean-François, c'est nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons, nous, aujourd'hui, ce qui s'est passé. Les généraux qui sont à l'arrière, et qui sont à l'arrière pour de bonnes raisons, essayent des choses. Alors, sur leur obstination, on peut évidemment en discuter, mais quoi qu'il en soit, pour eux, et sur la Somme, et avec les moyens qu'ils mettent, parce que il y a beaucoup plus de divisions qui sont lancées sur la Somme que de divisions allemandes qui défendent, ils pensent que la percée, après 4 jours, 5 jours de bombardement, pourra avoir lieu. Ils le pensent fondamentalement. Et ensuite, ils ont une stratégie de coup de boutoir qui va se mettre en place, que nous on appelle aujourd'hui guerre d'usure, et qui n'est pas économe d'hommes. Et rétrospectivement, il faut voir que nous aujourd'hui, on a du mal à accepter qu'un soldat meure sur le champ de bataille. Ça ne dédouane absolument pas ce qui s'est passé, les pertes et l'hommage qu'on doit rendre aux soldats. Mais les généraux qui font la guerre à ce moment-là, ont-ils en tête ce que nous avons? Sûrement pas, effectivement. Alors justement, les nations étaient très présentes aujourd'hui pour commémorer ce centenaire de la bataille de la Somme. Tout a commencé le 1er juillet et la plus grande cérémonie avait lieu aujourd'hui à Thiepval, au mémorial britannique, en présence de Kate, de William, de David Cameron, de François Hollande, donc entre autres. Pas de la reine, mais malgré tout, nous vous montrons les grandes images de cette cérémonie que vous avez pu vivre sur notre antenne à la mi-journée. On aurait l'occasion de revenir un peu sur la question de l'esprit des soldats et nous allons côté britannique. Nous avons encore 45 minutes pour parler de tout ça, pas d'inquiétude. On a encore 45 minutes, pas d'inquiétude. D'accord. Donc D'accord, il se passe encore des trucs là à Thiepval ou pas? Parce que moi je voudrais revenir sur l'idée exprimée de préférence. Voilà. D'accord. Thibaut, il se passe encore des trucs ou pas? Il fallait essayer. Je voudrais revenir là-dessus parce qu'on a déjà bien essayé en 14 et en 15. Quoi. Ce qui tue les militaires, Attention, ça va être c'est l'esprit de certitude. Mais voilà pour les images de Thiepval. Un journaliste de France 3 Picardie a été présent toute la matinée à Thiepval au mémorial britannique. Il s'agit de Thibaut Risman. Thibaut, la cérémonie s'est achevée il y a 1h30 maintenant. Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Est-ce qu'il y avait cette solennité que l'on ressent dans les images? Est-ce que vous l'avez ressenti depuis l'endroit où vous l'avez suivi? Je crois qu'on vient de perdre Thibaut. Ah, et nous avons perdu Oui, bonjour Cathy. Thibaut. Effectivement, la solennité est surtout un grand que voilà. Et nous vous avons Vous m'entendez ou pas? parfaitement. Allô, allô Cathy. Nous vous recevons bien, Thibaut. Ok, oui, c'était pour vous dire qu'effectivement il y avait énormément de solennité. Ça veut dire il y avait énormément de calme durant cette cérémonie, beaucoup de calme, beaucoup de gens posés, beaucoup d'écoute, beaucoup de recueillement. Moi, de loin, j'ai cru percevoir quand même quelques larmes aussi parce que les discours étaient très forts. Tout au long de la matinée, si vous voulez, il y a pas mal de discours qui ont été faits sur des lettres qui ont été retrouvées sur le champ de bataille, des lettres de mémoire, des lettres de correspondance ou simplement des recueils comme ça de ici et l'autre. Nous, on était juste positionnés sur la tribune là-bas et vous voyez derrière le mémorial de Thiepval qui se vide gentiment de ces gens. Il y a une musique douce derrière qui accompagne avec de jolies photos qui accompagne la sortie de toutes ces personnes. Il y avait quand même 10 000 personnes ici ce matin, imaginez. Et parmi ces 10 000 personnes, on en a trouvé quelques-uns qui viennent de loin. Enfin, pas vous, Jean-Pierre, vous n'êtes pas très loin, mais par contre, vous êtes accompagné de jeunes Irlandais. Absolument. Tous les ans, et chaque année avec des jeunes Irlandais qui viennent de notre ville jumelle d'Ataille, dans le comté de Kildare, à 80 km de Dublin. Et la liaison est un petit peu incertaine avec le mémorial britannique de Thiepval. On est resté un petit peu frustré tout à l'heure sur les images. Alors on va voir le récit commenté des cérémonies de ce matin avec Gontran Giraudot. Ah, non, c'est prévu un peu plus tard en fait, parce qu'on a un direct à la tour de Ulster. Du coup, on va parler assez en détail avec vous de la question irlandaise. Parce que le président, d'après ce que j'ai compris, lui, il est reparti à l'aéroport de Beauvais, il n'est pas allé à Ulster Tower. Hein. Ça m'étonne pas. Ouais, donc ça...
Un petit mot sur Thibault, on revient sur Thibault ou pas? Non, c'est avec les invités, je pense. Ouais, c'est moi qui vais le faire. Vu qu'ils y étaient tous les deux, ils vont nous livrer leurs sentiments. On revient sur Dominique, qui va poser des questions aux invités. Ok, donc on revient sur moi pour que je lance Thibault. Oui, avec moi entre-temps, je pense. C'est un peu compliqué avec les liaisons. Là. Le débat est super intéressant. C'est très bien. C'était les Welsh Guards. C'était parce que the Scots Guards, the Coldstream Guards, the Irish Guards and the Welsh Guards. Ça c'était les Gallois. C'était les Gallois. C'était très du pays. L'industrie, les mines, le charbon, l'acier, tout ça, c'est la place ouvrière impérieuse, tout ça, c'est intéressant. Voilà, ça c'était très bon. C'est à nous dans 30 secondes. Tu repars vers Thibault. Hein. Ouais. Et nous sommes toujours en direct du pays du Coquelicot, en direct d'Albert, hein, au cœur de cette zone où s'est tenue la bataille de la Somme il y a 100 ans. Elle a commencé il y a 100 ans, jour pour jour et pour 5 mois. Nous avons, je crois, retrouvé une liaison fluide avec Thibault. Oui, Cathy, on n'a pas bougé, nous. On est toujours ici devant le mémorial de Thiaval qui se vide, hein, de ces 10 000 spectateurs. Toujours avec Jean-Pierre, toujours accompagné de Sean et de Matthew, qui arrivent donc d'Irlande pour assister à cette cérémonie. Hein. Précisément, ils viennent donc de notre ville jumelle à Taille, qui est à côté de Dublin. Ils sont venus donc avec la délégation de la ville de Granvilliers se recueillir, voilà, et aussi déposer une gerbe au mémorial que nous faisons tous les ans depuis maintenant 8 ans. Très bien, attention au vent, le vent souffle. Vous m'aidez à faire la traduction? Ok, Sean, come on, please. What's your feeling today? How do you feel this ceremony this morning? It was good. It was good. What do you feel? It was good to be here. Just experience. You always read about it in books, but to actually see it itself, because it makes me more real, and to be here. J'ai compris 2-3 trucs, mais je vais compter sur vous quand même. Il a dit que c'était une bonne cérémonie, que ça permettait pour des jeunes, sur un sujet qu'on n'évoque pas beaucoup au collège pour eux, de bien appréhender les choses. Voilà. Est-ce qu'ils s'attendaient à avoir l'importance de la délégation anglaise avec Charles, avec voilà. Et pourquoi la reine n'est pas venue? Est-ce qu'ils ont un avis là-dessus? Est-ce qu'ils sont déçus de ne pas avoir vu la reine? What do you think about Prince Charles, his wife, all the English court and French president, your president, and why the Queen of UK is not here? Why the Queen is not here today? Why? No idea. Il ne peut pas répondre. Très bien. Bon. Non. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on vous laisse, Cathy, parce qu'on a des petits problèmes de son. Donc à tout à l'heure. D'accord, on va essayer de ne pas en avoir de notre côté. Effectivement, la reine n'était pas là ce matin. Dominique Patinec, donnez-nous la clé de ce mystère.
Eh bien, tout simplement, elle a participé à l'hommage à tous ces combattants en Angleterre hier soir. Elle était dans l'abbaye de Westminster. C'est là que les rois d'Angleterre sont couronnés. C'est aussi là qu'on les enterre. Et parmi eux, justement, parmi les sépultures des rois d'Angleterre, on trouve la sépulture d'un soldat inconnu. Ce soldat inconnu, il est enterré là parce qu'il a agi pour le bien, pour la cause de Dieu et de son foyer. Entre 8h45 hier soir et 7h15 ce matin, des volontaires se sont relayés devant sa tombe. John Horn, vous souhaitez intervenir sur cette info? Non, sur la présence ou pas de la reine, je pense que l'explication est tout simple. Elle a quand même 90 ans. Tout à fait. Je ne sais pas si à 90 ans, moi-même, j'irai en France pour une cérémonie quelconque. Donc, je pense que ça se comprend très bien et que le respect et tout cela a été bien présent, bien mis en évidence par la famille. Vous étiez à Thiepval d'ailleurs, vous étiez ému. Voilà, j'ai assisté de la Royal Family. Voilà. Et vous étiez ému par cette cérémonie, oui, vous aussi? J'étais très ému. J'ai trouvé la cérémonie très émouvante. En plus, cela m'a fait cette réflexion. Cette armée britannique qui s'est battue pendant toute cette longue bataille que nous venons d'évoquer, c'était une armée de tout le Royaume-Uni de l'époque et de l'Empire. Donc ça veut dire, en ce qui concerne le Royaume-Uni, il y a des nationalistes irlandais du sud de l'Irlande, des unionistes du nord de l'Irlande, bien sûr des Écossais, des Gallois. Et cela à une semaine de la vote Brexit, une vote Brexit qui met réellement en danger l'union du Royaume-Uni. Donc à un siècle de distance, on risque de voir la décomposition du pays d'où sont venus le cœur, le nœud de cette armée britannique qui s'est combattue sur la Somme. Pour moi, donc, il y avait un goût, je dirais pas forcément un goût amer, mais un goût ironique dans la présence de David Cameron à cette cérémonie aujourd'hui. Et pour vous, Alexandre Lafont, ce goût, il était comment ? Écoutez, de la même manière que John, hein, j'étais présent sur le site. C'est une très très belle cérémonie que on a souhaité cette année franco-britannique, hein, en remettant justement, on a parlé en début d'émission, la mémoire française au cœur de l'événement. On a pu entendre le président de la République citer un très beau texte de Georges Duhamel, qui était médecin donc, sur la Somme. Et puis j'étais moi un petit peu décalé derrière le monument, le mémorial de Thiepval, parce que j'étais avec les enfants. 600 élèves français et 600 élèves britanniques qui ont été apportés ici, qui ont été là au cœur des cérémonies comme acteurs dans le cadre d'un programme pédagogique que nous avons mis en place, la mission du centenaire avec le DCMS britannique. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, effectivement, dans une partie consacrée à la mémoire. Une petite question à Jean-François Delassus, là c'est au réalisateur que je parle. Vous avez été saisi par les images réalisées par la télévision britannique tout à l'heure quand vous les avez regardées, vous aussi. Oui, elles sont très belles. Les Britanniques ont le sens du théâtre, le sens de la commémoration très respectueuse. Et techniquement, c'était très beau. Il y avait beaucoup de caméras, c'était coloré. Les chants de Picardie mélangés avec les costumes des gardes anglais et les coquelicots, oui, c'était très joli, très émouvant. On ne veut pas se promener sur les champs de bataille de la Somme sans être ému par ce qu'on voit. Parce qu'il y a Thiepval, mais il y a aussi 300 ou 350 cimetières, y compris des tout petits cimetières très intimes, dans un bois, au coin d'un champ, au milieu des champs de blé ou de betteraves. Il y a des cimetières absolument partout. Et c'est très émouvant de penser que ces cimetières, en général, ont été bâtis là où les hommes sont tombés. On va justement prendre la direction d'un autre lieu de mémoire. Hein. On quitte Thiepval pour aller du côté de Contalmaison. C'est à quelques kilomètres d'ici, évidemment. C'est le long de la ligne de front de cette bataille de la Somme. Bonjour Yannick Le Gall. À Contalmaison, c'est un village stratégique pour les Écossais cette fois. Oui, bonjour Cathy, bonjour à tous. En effet, Contalmaison, c'est un haut lieu de la mémoire collective écossaise puisque le 1er juillet 1916, 256 soldats d'un bataillon qui en comptait 800 ont péri ici. Donc le 1er juillet 1916, dans l'espace de quelques heures, c'était un bataillon de soldats écossais composé à 90% de sportifs professionnels. Il y avait notamment 11 joueurs de l'équipe le foot locale d'Édimbourg, les Hearts, ainsi que des golfeurs professionnels, des tennisman professionnels, mais aussi 500 supporters
supporters de foot à qui l'on avait promis à l'époque un abonnement gratuit au stade en cas de victoire. Alors ce matin, 700 personnes se sont réunies autour de ce cairn. Le cairn, c'est ce monument écossais que vous apercevez derrière moi. Il faut savoir, selon la tradition écossaise, que chaque soldat écossais qui part au combat dépose une pierre pour la récupérer à son retour. Et évidemment, ce monument ici symbolise ceux qui ne sont pas revenus. Il y a eu beaucoup d'émotions ce matin pendant les cérémonies, mais l'image la plus forte, c'est peut-être un peu plus tard, aux alentours de midi, où 70 joueurs de cornemuse que vous voyez à l'image en ce moment se sont réunis justement autour de ce cairn pour rendre hommage à ces soldats écossais disparus. Il s'agissait de 2 paille-bandes, l'un anglais, l'autre écossais, qui se sont connus pour la première fois hier à Albert, et ils se sont décidés aujourd'hui de jouer ensemble ici pour rendre hommage à ces soldats disparus avec un morceau intitulé Ça ne s'invente pas, la bataille de la Somme. Dans l'assistance, il y avait aussi une dizaine de descendants directs des soldats qui ont péri, et notamment une dame âgée d'une 80 ans environ, qui est venue ici pour la première fois à Contalmaison pour rendre hommage à son père disparu. C'était la première fois qu'elle venait en France et elle a attendu le centenaire pour vivre cette émotion. C'est vraiment ici l'un des hauts lieux les plus importants de la mémoire collective écossaise ici à Contalmaison. Merci beaucoup Yannick. Effectivement, cette bataille de la Somme, finalement, elle est relativement proche de nous. 100 ans, finalement, qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'histoire humaine? Jean-François Delassus, ces bataillons de copains, vous en parlez énormément dans le documentaire. Oui, les bataillons de copains, c'est à la fois tout à leur honneur et tout à leur malheur. C'est que quand on monte au front entre copains, on ne se défile pas. Or, ils avaient que pour instruction d'avancer ensemble, au pas, sans se jeter au sol, ce qu'ils auraient dû naturellement faire quand les obus pleuvaient, quand les mitrailleuses les fauchaient. Mais parce qu'on est entre copains et on ne peut pas montrer qu'on est lâche, on avance tous ensemble. Donc c'est à leur honneur, mais aussi c'est la cause du malheur de la tuerie qui s'est produite. John Horne, d'ailleurs, l'état-major britannique a changé de stratégie suite à ces tragédies. Des villages entiers étaient décimés, les parlementaires britanniques s'en plaignaient et du coup on a commencé à mélanger les troupes. C'est comme ça que des Écossais se sont retrouvés dans des unités anglaises sans leur fameux kilt et que des Anglais se sont retrouvés avec un kilt qu'ils n'avaient jamais porté de leur vie. C'était en partie voulu par le haut commandement, mais c'était en partie dû à la guerre elle-même. Et donc cette composition régionale dont parlait Alexandre Lafont tout à l'heure, je pense exactement la même chose produit dans le cas français, c'est-à-dire que à la force des choses, donc les unités quand elles sont recomposées d'hommes de régions différentes. Mais effectivement, il y avait donc cet avantage que ça offrait une sorte d'assurance par rapport aux problèmes soulevés par Jean-François, qui effectivement était énorme. Par exemple, nous allons parler tout à l'heure de la 36e division d'Ulster, essentiellement de Belfast, aux alentours. Belfast était en deuil après le 2 juillet 1916. On en reparlera tout à l'heure, effectivement. Alexandre Lafont, ces soldats britanniques, ils ont vraiment payé un tribut très très lourd. Qu'est-ce qui explique qu'aucun d'entre eux n'ait flanché? C'est vraiment cette camaraderie de Pals ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Il y a plusieurs raisons qui expliquent la ténacité. C'est une des grandes questions qui hante l'historiographie autour de la Grande Guerre depuis maintenant 20-30 ans. La question de la ténacité des soldats. Pourquoi est-ce qu'ils ont tenu? Alors on a donné quelques clés d'explication depuis le début de cette émission. La notion de camaraderie, d'amitié, qui n'est pas la même chose. La camaraderie au feu, c'est-à-dire de vivre une expérience identique avec ceux qui vous entourent et donc les suivre. Il y a l'amitié aussi qui soude des petits groupes de 3-4 soldats. Justement parce que c'est dur. Justement parce que c'est dur et parce qu'ils étaient amis avant la guerre. J'ai parlé du recrutement qui était local et donc ils étaient amis avant la guerre. Ils partent à la guerre amis et d'ailleurs il est très dur pour ceux qui perdent leurs amis pendant le conflit de retrouver les mêmes amitiés. On retrouve de la camaraderie, on est camarades avec les soldats qui sont autour de soi, mais pas forcément cette amitié un peu plus intime qu'on a pu avoir avec ce petit groupe de 3-4 soldats. Il y a évidemment la notion de patrie aussi qui peut être, il ne faut pas la minimiser. Du côté français en particulier, on pense qu'on a le droit pour soi et que l'on se bat pour défendre un sol qui a été, rappelons-le, envahi. Et plusieurs départements français sont occupés et cette invasion, elle pourrait se poursuivre si on lâche les tranchées. De la même manière, il faut se mettre du côté allemand et imaginer que les soldats allemands se battent aussi pour leur patrie. Alors,
pour Dieu, pour l'empereur, mais aussi pour la terre, pour défendre ses fermes. Parce que pour les Allemands, on n'a pas beaucoup parlé des Allemands encore aujourd'hui, mais pour les Allemands, le danger, il vient de l'ouest, mais il vient aussi de l'est. Hein, et donc ils ont, John parlait de la garde au Rhin tout à l'heure en évoquant la Somme, il y a aussi ce phénomène-là. Effectivement, vous avez raison, on parle beaucoup du courage des Français et des Anglais quand ils sont montés à l'assaut, mais il ne faudrait pas non plus oublier l'extraordinaire résistance des Allemands qui souffrent sous un orage d'acier, comme l'a écrit Junger, et qui vont être capables de tenir pendant ces 4 mois et demi que durera la bataille. Junger, qui était à Guillemont entre le 3 et le 10 septembre, exactement en même temps que la 16e division irlandaise, donc du sud de l'Irlande, et Junger décrit à la fois ces bombardements absolument terrifiants, et puis ce début d'invention par les Allemands, tout de suite suivi par les autres, donc des Stormtroopers, donc de ces spécialistes de l'infanterie qui réussissaient à faire une guerre industrielle au petit niveau, au niveau du combat des tranchées. Mais oui, ils ont souffert énormément, les Allemands. Mais la question que vous avez posée à Alexandre, c'est d'autant plus intéressant dans le cas britannique parce que justement, il ne s'agissait pas du sol britannique. Hein. C'est ça la différence. Ça fait penser à la réponse connue d'un soldat ordinaire anglais quand on lui demande, un journaliste, on lui demande s'il se bat pour l'Empire. Il s'arrête un instant et puis, ah oui, l'Empire, le musical Empire à Hackney, à Londres, et sa réponse. Voilà, je pense que pour les Anglais, c'est un peu abstrait. Effectivement, c'est toujours été considéré par l'État en Angleterre que s'il y a risque de la domination du continent par une puissance, c'est une raison de guerre pour les Britanniques, mais pour le soldat ordinaire, c'est pour défendre une sorte d'idée de ce que c'est la vie britannique, les valeurs britanniques, mais ça reste un peu abstrait. Et donc, pour cela, je pense que la motivation des soldats britanniques est sous une tension particulière. Dominique, je crois que pour donner une idée de ce qu'ont pu vivre les Allemands dans la semaine avant ce 1er juillet et le 1er juillet, vous aimeriez que nous revoyions les images de la cérémonie de ce matin au trou de mine à la Boisselle. C'est la première cérémonie de la journée, c'était à 7h28. Ça a été le coup d'envoi de cette bataille de la Somme, Dominique. Effectivement, c'est un lieu très très particulier, ce trou de mine de la Boisselle, Lochnagar Crater, comme l'appellent les Britanniques. De mon point de vue personnel, c'est d'ailleurs la plus belle cérémonie qui soit organisée le 1er juillet, ici dans la Somme. Oui, j'y étais ce matin et j'ai versé ma petite larme comme chaque année quand les cornemuses ont commencé à jouer. C'est un endroit très très émouvant et c'est un endroit assez extraordinaire aussi parce que son propriétaire, un Britannique, Richard Dunning, a réussi à faire de ce lieu de mort un lieu de vie. C'est vraiment tout l'esprit de cette cérémonie. Français, Britanniques, Allemands sont unis, tous ensemble, tous égaux devant cette catastrophe qu'a été la bataille de la Somme et c'est vraiment ce qu'il veut faire ressentir. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir comment il est devenu propriétaire de ce lieu. Il a lu un poème alors qu'il était en vacances aux États-Unis qui racontait cette histoire, Lochnagar, et il a décidé, il rentrait le lendemain en Angleterre et quand il est arrivé à l'aéroport d'Heathrow, il a décidé de reprendre un avion et d'arriver en France pour découvrir ce trou et quand il l'a découvert, il s'est dit je vais l'acheter et en faire un lieu de mémoire. Et ce qui est très frappant, c'est qu'autrefois les Picards avaient l'habitude de faire du vélo et même de la moto dans ce trou et aujourd'hui c'est vraiment devenu une espèce de sanctuaire avec un sentiment très très fort. Vous aussi, vous l'avez filmé pour votre documentaire, c'est un lieu qui vous a marqué? Oui, énormément. Et la taille est extraordinairement impressionnante. Mais quand nous l'avons filmé, il y avait aussi une cérémonie, c'était l'année dernière, pendant la grande canicule de l'année dernière, le 1er juillet 1915. Ce qui était magnifique, c'est quand tous les assistants qui se tiennent en cercle autour on va le voir un petit peu mieux parce qu'en fait je crois qu'on n'a pas pu voir les images tout à l'heure, alors c'est quand même dommage d'en parler sans qu'on l'ait vu. On va regarder justement les images de la cérémonie de ce matin, c'est un récit de Gontran Giraudot. Pardon, je suis désolée. On peut revenir après sur la notion de petite patrie justement qui a été soulevée par John. On va voir si on a le temps. Ouais, on va faire entrer Julia. Là, on n'a pas dit au revoir à Monsieur Delassus. Oui. On n'a que 3 places, c'est tout le souci.
te laisse faire réagir. Ce sera sur Dominique. D'accord. Donc il est possible de remercier Delassue et de faire rentrer la dame en direct. Est-ce que tu veux re-switcher? De switcher en fait, d'assumer le switch quoi. Bah oui. Il est derrière là-bas. Mais... Oh, il y a moyen. Oh, excusez-moi, on va encore vous faire déplacer en fait de manière à faire les choses un peu plus correctement par rapport à Monsieur Delassue. On va lui dire au revoir, il va partir et vous allez vous installer pendant l'émission en fait. Allez-y. Oui, dis-moi. Oui. Donc après on laisse réagir quelqu'un sur la Boisselle. On fait un petit peu d'invité avec la Boisselle et après je vais sur Émilie et les Écossais, les Nord-Irlandais. Ok. On a fait une minute de silence avec les élèves. Pardon? De silence avec les 600 élèves. D'accord. C'était beaucoup trop fort. Dominique, on revient sur toi. Ok. Jean-François Delassue, on va vous remercier et j'en profite pour signaler que votre documentaire sera rediffusé nationalement sur France 3 lundi prochain après le soir 3. Donc si vous ne l'avez pas vu cet après-midi, je vous invite vraiment à le voir parce que c'est un documentaire remarquable. Bravo à vous pour cette réalisation. On va retrouver maintenant une invitée qui était au cratère de la Boisselle justement ce matin, Julia Maassen, guide conférencière originaire d'Allemagne et qui connaît très très bien l'histoire de cette grande guerre elle aussi. Alexandre Lafont, vous connaissez bien aussi cet endroit de Lochnagar. Avec les élèves que vous avez accompagnés, vous vous êtes rendu sur ce cratère. Oui, dans le cadre du programme pédagogique que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre de 300 élèves français et 300 élèves britanniques, nous avons eu la chance hier de pouvoir les amener au Lochnagar cratère et de les mettre autour du cratère. Et ils ont pu, à leur demande, observer une minute de silence. Et c'était très très impressionnant évidemment parce que on leur a dit quelques mots sur ce cratère, sur son histoire, sur 7h30 le 1er juillet et tout ce qu'il a pu avoir comme sens et avoir comme sens aujourd'hui. Et ce geste commun de la minute de silence qui a été suivi d'une minute d'applaudissement. En hommage aux soldats, hein, qui est aussi un geste fort et qui est plus à la portée encore des élèves aujourd'hui, a permis, il me semble, une appropriation de cette mémoire par ces jeunes générations et de manière partagée entre jeunes britanniques et jeunes français. Et je pense que ça construit non pas des tunnels, mais des ponts entre les deux nations. Et on sait que c'est important aujourd'hui. Justement, Julia Maassen, les Allemands aussi s'approprient ce lieu. On l'a constaté ce matin. Oui, évidemment. Effectivement, pourtant, ça fait déjà plus que 35 ans que cette cérémonie a lieu. Mais depuis quelques années, il y a une délégation de la police allemande qui intervient régulièrement pour déposer une gerbe. Mais cette année, c'était un symbole très très fort que j'ai ressenti tout de suite. Richard Dunning, il a décidé de mettre en avant cette réconciliation pour les Allemands et de les faire poser leur gerbe quasiment au début de la cérémonie. Voilà, les cérémonies qui se déroulent depuis hier et puis tout aujourd'hui, tout au long de la journée. On va aller du côté d'Ulster Tower, retrouver Émilie Moncho. Là-bas, ce sont les Nord-Irlandais qui se souviennent de leurs soldats tombés au combat. La cérémonie a commencé à 14h30, Émilie. Oui, c'est ça, elle ne devrait pas tarder à se terminer. Elle a commencé à 14h30, une cérémonie très solennelle et très empreinte de religieux puisque c'est le révérend Mullally, président de l'église méthodiste d'Irlande, qui est en train de parler et qui a présidé un petit peu cette cérémonie. Beaucoup de religieux, mais à part ça, du classique sinon, puisque la cérémonie a été ouverte par les cornemuses de l'Irish Royal Regiment. Ensuite, les personnalités VIP se sont succédées sur le tapis vert.
vert, pas le tapis rouge, notamment le prince Charles qui a été très applaudi, le prince Charles qui venait tout droit de Thiepval. Pour vous situer géographiquement, l'Ulster Tower, c'est juste à côté de Thiepval, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de Thiepval, puisqu'on voit le monument de là où nous sommes. On a même pu entendre quelques bribes de cérémonie, notamment lorsque les canons ont retenti. Alors la tour de l'Ulster, elle a été érigée en 1921, vous l'avez dit, pour rendre hommage aux soldats nord-irlandais tombés au combat, et notamment les soldats du 36e régiment de l'Ulster Division. Un engagement un petit peu particulier pour ces soldats, puisqu'au même moment, en 1916, c'était les prémices de la révolution irlandaise, le début de ce qui a mené à l'indépendance de l'Irlande. L'Ulster Division, ils étaient plutôt contre cette indépendance, et ça se voit un petit peu dans le choix des personnalités qui sont venues aujourd'hui, pas de gouvernement irlandais. C'est le prince Charles, le duc de Gloucester, la secrétaire d'État à l'Irlande du Nord qui est là, qui représente le gouvernement britannique, mais pas de président irlandais. Donc on voit la division est encore là un petit peu. Alors là, la cérémonie devrait pas tarder à se terminer. Il y a à peu près 2500 personnes qui sont rassemblées ici. Elles regardent les écrans géants et elles écoutent les discours. Et tout à l'heure, vous parliez de l'importance du coquelicot pour les Britanniques. On a pu le constater puisque lorsque les gens sont arrivés, ils sont arrivés par bus. Et juste à côté du site, il y a un champ de blé avec des coquelicots, et beaucoup de gens sont venus cueillir des coquelicots, se prendre en photo devant ce champ. Vous voyez l'importance que cette plante a pour les Britanniques. John Horne, vous êtes irlandais et pas surpris par l'absence du président irlandais devant la tour d'Ulster? Non, je ne suis pas surpris par son absence, mais je ne crois pas qu'il faudrait attribuer quand même un trop grand sens politique à cela, parce que je dirais globalement, depuis 15 ans, nous sommes dans une période de réconciliation. C'est quand même le processus de la paix dans l'Irlande du Nord, l'accord de Belfast. Et comme toujours dans des pays divisés, il y a cette étape de réconciliation autour de l'histoire, de la mémoire, et sans falsifier l'histoire. Voilà, donc c'est là, c'est tout l'enjeu. 100 ans après, la plaie reste douloureuse parce qu'en 1916, avant l'offensive de la Somme, il s'est passé des choses très graves dans votre pays. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à la veille de la Grande Guerre, l'Irlande, qui faisait à l'époque partie du Royaume-Uni, était au bord de la division et de la guerre civile. Pourquoi division? Parce que le gouvernement du Royaume-Uni avait octroyé donc le Home Rule, donc l'autogouvernement de toute l'Irlande à l'Irlande, mais il y avait une révolte possible de la majorité protestante dans la partie nord-est, la plus industrialisée donc de l'Irlande à l'époque. Vient la guerre, apparemment, ça ressout donc les solidarités irlandaises, parce que les deux camps, les nationalistes qui sont pour l'indépendance, le Home Rule, s'engagent dans la guerre. Les unionistes qui sont pour rester fidèles au Royaume-Uni s'y engagent aussi. Mais très vite, donc, à travers le déroulement de la guerre, la politique réémerge. Et les protestants et les catholiques ne se sont pas battus côte à côte pendant la bataille de la Somme? Non, c'est-à-dire que pas dans la bataille de la Somme. Donc la 36e division à laquelle votre collègue faisait allusion, c'était une division qui était un bon tiers composé des paramilitaires qui étaient prêts à se soulever contre la couronne en 1913, hein, mais qui restaient fortement empreintes par donc cette protestantisme de l'Ulster. Par contre, les nationalistes s'engageaient dans la 16e division qui, au début de septembre, s'est battue sur la Somme, tout près d'ici, à Guillemont-Ginchy. Voilà, donc ce n'est que plus tard dans la guerre que ces deux divisions ont combattu côte à côte. Mais c'est donc pour dire que 2 mois après le soulèvement de Pâques, qui a été vécu comme une sorte de trahison par les soldats nationalistes, parce que, évidemment, le soulèvement de Pâques, c'était contre l'effort de guerre britannique, et encore plus comme une trahison par les unionistes du nord de l'Irlande. Et donc, ça a provoqué des problèmes. Et à partir de ce moment-là, parce que le soulèvement de Pâques est devenu le mythe fondateur, en quelque sorte, de l'Irlande indépendante, qui arrive donc en 1922, pour les unionistes qui donc divisent l'Irlande et gardent donc cette partie nord-est comme partie, comme aujourd'hui, du Royaume-Uni, les 2 premiers jours de la bataille de la Somme sont les titres de l'Union pour eux, la garantie de leur loyauté.
Voilà. Donc deux traditions qui continuent jusqu'à nos jours. Qui perdurent, oui. On va poursuivre notre exploration de l'histoire en même temps que nous explorons les lieux de mémoire. Direction Fricourt à présent, où là ce sont les Allemands qui se souviennent de leurs soldats. On écoute. Et on retrouve Rémi Vivenot en direct de Fricourt. Rémi, ce sont les Allemands qui sont à l'honneur et dont on se souvient. Ici, tout est prêt. Exactement. Ici, tout est quasiment prêt au cimetière allemand de Fricourt. Ici, à quelques kilomètres de la ville d'Albert, sera rendu tout à l'heure à 17h30 eh bien, l'hommage à ces soldats allemands tombés durant la bataille de la Somme. Car il ne faut pas l'oublier, vous en parliez, eh bien, dans cette bataille, il y avait aussi ceux d'en face. Et ce sont 170 000 soldats allemands qui furent tués ou portés disparus lors de cette offensive. Alors dans cette nécropole allemande de Fricourt, où va se tenir tout à l'heure cette cérémonie, eh bien, reposent les corps de 17 000 militaires allemands, dont 10 000 environ furent véritablement tués lors de l'offensive de la Somme. C'est le second cimetière le plus important du département de la Somme. Alors il faut savoir que ce village de Fricourt, qui se trouve juste à côté d'ici, eh bien, constituait un point clé du champ de bataille, ce qu'on appelle aujourd'hui le saillant de Fricourt, avait été fortement fortifié par les Allemands. Il y avait ici un vaste réseau de souterrains, de caves et d'abris bétonnés, dont certains s'enfonçaient jusqu'à 14 mètres sous terre. Tout cela dans le but pour les Allemands de faire de ce lieu un point d'appui de leur ligne de front. Ils considéraient d'ailleurs que Fricourt était proprement imprenable et ils furent très vite démentis, puisque le lendemain du début de l'offensive de la Somme, c'est-à-dire dès le 2 juillet, les Britanniques s'emparaient de Fricourt au prix néanmoins de lourdes pertes. Alors tout à l'heure, ce sont près de 800 invités qui vont assister à la cérémonie. Parmi eux, 500 Allemands et 90 descendants de soldats inhumés ici même. Une cérémonie qui sera présidée par Jean-Marc Todeschini, le secrétaire d'État français aux anciens combattants, et par l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler. Une cérémonie donc aux accents allemands, mais aussi internationaux, puisque les hymnes et des chants allemands, britanniques et aussi français seront interprétés. Et puis, comme un symbole, il y aura ici des soldats et de jeunes footballeurs de Liverpool et de Berlin côte à côte pour cette cérémonie. Une scène que leurs aïeux n'auraient sans doute pas imaginée voilà 100 ans. Merci beaucoup Rémi. On a vu derrière Rémi Vivenot ces croix noires. Ça, c'est typiquement allemand, Julia Massen? Oui, en principe, c'est typiquement allemand. Pourtant, on peut trouver aussi des cimetières avec des croix en pierre, soit grises, mais aussi blanches. Si on pense au cimetière à Cambrai, par exemple, c'est plus rare, mais ça existe. Pourquoi noir? C'est une légende. On disait toujours que c'était écrit dans le traité de Versailles, mais c'est pas vrai du tout. Donc on peut chercher comme on veut, on va pas le trouver. Ces croix étaient longtemps en bois, même jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est uniquement dans les années 80 que le Volksbund, donc celui qui gère les cimetières, avec l'aide de la Bundeswehr, a remplacé ces croix et a placé des croix métalliques. Pareil pour les 4 noms qui sont écrits dessus. Au départ, il y avait vraiment une croix par personne, à part pour les fosses communes. Et pour gagner un peu d'espace, pour aérer, pour aussi avoir moins de travail d'entretien, on a décidé de placer 4 noms sur une croix. Incroyable. Alexandre Lafont, ces Allemands, ils ont résisté d'une manière incroyable dans la Somme parce qu'ils avaient aussi construit des retranchements absolument extraordinaires. J'ai trouvé le témoignage d'un Britannique qui rendait hommage au travail de castor du soldat allemand, mais c'est vraiment ça. Il faut avoir en tête qu'en 1916, comme dès fin 14, quand se met en place le système de la guerre de siège, les Allemands ont pour ambition de rester sur le territoire, de le tenir. Les départements qui sont occupés deviennent des départements allemands, germanisés en partie, et donc il s'agit de les tenir comme une frontière, comme un limes romain. Et donc les Allemands vont, dans différentes parties du front, creuser des trous, utiliser, comme ils le savent faire depuis la fin du XIXe siècle, en particulier du béton,
pour pouvoir tenir bien les positions. Et c'est ce qui se passe en particulier sur la Somme, puisque ils ont creusé, comme ça a été évoqué juste avant moi, ils ont creusé donc des trous et qu'ils ont bétonné. Et au moment du bombardement, des 4-5 jours de bombardement avant la bataille, ils se sont enterrés littéralement dedans. Et d'où la surprise des soldats britanniques se disant, et des généraux dont on parlait tout à l'heure, se disant de toute façon la puissance de feu de l'artillerie lourde va annihiler les positions allemandes et détruire aussi les fils de fer barbelés qui sont devant, mais aucunement, parce que dès que les soldats allemands en quelques secondes ont senti la fin du bombardement, ils sont remontés de ces trous, ont mis les mitrailleuses en particulier, puisque c'est ce souvenir-là qui est important pour les soldats britanniques, donc ils se souviennent, ils ont mis en joue les mitrailleuses et ont tiré sur ces soldats qui arrivaient en face d'eux, pour le plus souvent en marchant. Donc c'est très intéressant d'avoir ce contexte-là très précis en tête de pourquoi les soldats allemands tiennent en bétonnant leur position, à la différence par exemple des soldats français qui vivent souvent dans des tranchées qui sont certes aménagées, mais qui n'ont pas pour vocation de rester là, puisque le soldat français a, lui, pour ambition d'avancer. D'où la différence, évidemment, entre les différents réseaux de tranchées. Et on fait le tour du monde un petit peu avec ce centenaire de la bataille de la Somme que nous commémorons aujourd'hui dans le pays du coquelicot et notamment à Albert où nous nous trouvons. On va prendre la direction de Beaumont-Hamel dans un instant puisque la liaison est incertaine du côté de Beaumont-Hamel. Beaumont-Hamel, Dominique, c'est le mémorial dédié aux Canadiens cette fois. Ah oui, alors c'est subtil, hein. Je me suis fait avoir moi-même. C'est à la base le mémorial Terre-Neuvien, Terre-Neuve qui ne faisait pas encore partie du Canada à l'époque, mais qui fait maintenant partie depuis 70 ans du Canada. Donc c'est effectivement réellement devenu le mémorial de tous les Canadiens. Les Canadiens, ça a été important pour eux, comme beaucoup d'autres peuples, pour les Australiens, les Néo-Zélandais. Ils s'affirmaient en tant que nation en participant à cette guerre. Pardon ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire pour ce qu'on appelait à l'époque les Dominions et aussi pour cette colonie de la Couronne qui était donc la Terre-Neuve, c'était vécu et conçu comme une guerre impériale, bien sûr. Donc on se battait pour la mère patrie, mais en même temps on affichait un sentiment de nationalité naissant. Voilà. Et donc, rétrospectivement, la bataille de la Somme, ces différentes étapes, ces lieux de mémoire qui sont Beaumont-Hamel ou Pozières pour les Australiens, deviennent de vraies sources d'une identité nationale. Voilà, c'est un tournant entre le sens du loyalisme impérial et le sens de la nation. Et la cérémonie à Beaumont-Hamel va se tenir à partir de 16h. On va retrouver Jean-Paul Delance en direct de Beaumont-Hamel. Bonjour Jean-Paul, comment est-ce qu'on se prépare de votre côté ? Oui, bonjour Cathy. Alors effectivement, là, il y a une mise en place qui vient d'être effectuée de la musique et des officiels, des premiers officiels qui viennent d'arriver. On attend bien sûr le prince Charles qui va présider la cérémonie. Il devrait arriver vers 16h, quelques minutes avant le début de cette cérémonie. Alors moi ici, donc je vous rappelle que nous sommes à Beaumont-Hamel où les Terre-Neuviens ont combattu en cette journée du 1er juillet. Donc les Terre-Neuviens, comme le disait Dominique Patinec, hein, c'est le seul régiment exogène aux Britanniques, aux Anglais qui a combattu, puisque en ce premier jour de la bataille de la Somme, il n'y avait pas d'Australiens, il n'y avait pas d'autres Canadiens, ni de Néo-Zélandais par exemple. Alors ces Terre-Neuviens ont été balayés, hein, le régiment, je l'avais dit ce matin, qui était parti avec 860 hommes, le soir il n'y en avait plus qu'une soixantaine debout. C'est la plus grosse perte en pourcentage d'un régiment ce premier jour de la bataille de la Somme, et pourtant il n'y avait que 275 mètres à conquérir. Ça paraît totalement ridicule actuellement, vous les faites en 5 minutes à pied. Eh bien figurez-vous qu'ici à Beaumont-Hamel, il aura fallu 4 mois de combats acharnés et de pertes humaines effroyables pour que les Britanniques puissent enfin conquérir la tranchée allemande qui est au fond de la parcelle de Beaumont-Hamel. Et ce ne sont pas des Terre-Neuviens d'ailleurs qui ont réussi à la prendre. À la fin de la bataille, le 13 novembre, c'est-à-dire 5 jours avant la fin officielle de la bataille de la Somme, ce sont des Écossais
Écossais qui se sont emparés de cette fameuse tranchée qui est au fond de la parcelle et que l'on peut actuellement visiter, bien sûr, lorsqu'on vient se recueillir ici. Il y a également tout un réseau, c'est le seul endroit dans la Somme où il y a tout un réseau de tranchées encore visibles, ce qui humanise bien sûr les combats, puisqu'on peut se figurer les hommes courant sous la pluie d'obus et sous les tirs de mitrailleuses. Donc c'est un endroit extrêmement symbolique, extrêmement fort, extrêmement chargé. Alors pour en revenir à la cérémonie, donc elle doit débuter officiellement à 16h. Je vous l'ai dit, elle sera présidée par le prince Charles, accompagné de Camilla. Concernant les Canadiens, le Premier ministre, M. Trudeau, ne sera pas physiquement présent, mais il sera quand même ici, puisque une intervention est prévue grâce aux écrans qui sont disposés sur plusieurs endroits du site. Donc il y aura une allocution de M. Trudeau. Et ici, par contre, dans les officiels canadiens, nous aurons le ministre des anciens combattants, bien sûr, et puis nous avons aussi des représentants, bien sûr, de Terre-Neuve et du Labrador. Pour la partie française, c'est Jean-Marc Todeschini qui sera présent, peut-être accompagné de Pascal Boitard, notre ancienne députée de la Somme. John Horne, on va s'intéresser maintenant à la préservation de cette mémoire. Avant de vous laisser partir, j'avais quand même une question à vous poser. On voit défiler des milliers de Britanniques chaque année dans cette région. Oui. Est-ce que ce sont des gens particulièrement intéressés au sein de la population ou est-ce que toute la population britannique est comme ça ? Très bonne question. Je pense que de façon générale, il y a une connaissance, une conscience de la place de la bataille de la Somme dans l'histoire britannique au XXe siècle. Donc ça intéresse les Britanniques a priori. Deuxièmement, il y a le lien familial. Et je pense que comme en France et dans d'autres pays, il y a un renouveau d'intérêt pour la Grande Guerre qui est le premier grand événement de masse du XXe siècle qui a touché presque toutes les familles. Donc en redécouvrant la mémoire de la famille, on redécouvre donc la Grande Guerre. Et très souvent, vous avez pu le constater, ce sont des individus, des familles qui viennent chercher leur grand-oncle, déposer le coquelicot à côté, un petit message peut-être écrit. Donc il y a cette fidélité qui est restée ou qui peut-être se construit par rapport à la mémoire familiale. Reste à savoir, et c'est la grande question, à travers la 4e génération, est-ce que c'est une mémoire qui va se transmettre? Et là, c'est dans l'avenir. Nous ne savons pas, mais j'ai l'impression que... Enfin, je devine, mais j'imagine que d'ici 30 ans ou 40 ans, ça serait un peu comme Waterloo ou Austerlitz. C'est une guerre vraiment d'histoire et plus de mémoire. Voilà, mais on ne sait pas. Peut-être que la mémoire va se traduire, se transmettre encore entre des générations. Et bon, on va en parler justement. Merci à vous, John Horne, d'avoir été avec nous. On va inviter Monsieur Stéphane Demilly à nous rejoindre, député maire d'Albert, particulièrement impliqué dans ce travail de mémoire autour de ce secteur. Nous commémorons aujourd'hui le centenaire de la bataille de la Somme. Vous le savez, la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale qui s'est produite entre juillet et novembre 1916. Nous allons revenir au présent et se demander ce qu'elle évoque, cette bataille de la Somme, pour les gens d'aujourd'hui, pour les Picards, car même les Picards ne connaissent pas toujours cette bataille. La jeune génération, en revanche, elle tient à rendre hommage aux soldats. On écoute. Thierry Gourlin, on le prendra aussi. Je fais juste une question à Alexandre Lafont et puis après Thierry Gourlin prendra sa place, d'accord. On va parler du travail de mémoire que vous faites avec la mission du centenaire aussi. Ouais. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Il fait 4 minutes finalement, 5 minutes? Ah oui. Et c'est sur... Ok. Et donc il parle du nouveau musée de l'Historial? C'est Dominique là? Ouais, c'est moi. Dominique. Alexandre Lafont, on vient d'entendre des enfants s'exprimer sur ce conflit. Vous travaillez pour la mission du centenaire. Vous avez tout un travail de transmission de la mémoire à faire.
Oui, depuis 2012 donc, et la création de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous avons mis en place une action pédagogique spécifique pour justement transmettre aux jeunes générations ces mémoires de la Première Guerre mondiale, mémoire des pays, c'est-à-dire des régions, des individus, des communautés, mémoire des pays en termes internationaux, c'est-à-dire une comparaison entre les mémoires françaises de la guerre, britanniques, australiennes, canadiennes, etc. Notre souci, c'est bien de faire comprendre aux jeunes générations pourquoi aujourd'hui, autour d'eux, dans leur espace proche, il y a encore des traces et des marques aussi importantes de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ces monuments aux morts? Pourquoi ces mémoriaux? Pourquoi les hommes politiques parlent encore de la Première Guerre mondiale dans leurs discours? Pourquoi est-ce que la mémoire familiale aussi, pour beaucoup, évoque encore la Première Guerre mondiale? C'est toujours un regard du présent vers le passé. Et ce regard du présent vers le passé nous permet, avec les jeunes, dans le cadre scolaire, avec le soutien de l'Éducation nationale, d'avoir labellisé près de 1500 projets de classes, d'écoles primaires, de collèges, de lycées professionnels, d'étudiants qui travaillent avec des lycéens qui travaillent avec des collégiens, autour de cette histoire de mémoire. Nous poussons aussi à ce que les enfants puissent créer, c'est-à-dire à travers l'art, à travers l'expression, de pouvoir s'approprier en fait ce passé-là. Et pour le coup, des grands projets pédagogiques comme le programme des 600 jeunes pour le centenaire que nous avons mis en place à l'occasion de la bataille de la Somme, mais également des 4000 jeunes pour Verdun, entre les Français et les Allemands, nous avons le souci justement, pour rebondir sur ce que disait John Horn, de faire en sorte que nous restions dans cette mémoire vive de la Première Guerre mondiale, parce qu'elle attise, elle renforce la réflexion de ces jeunes sur leur propre présent. Et justement, Stéphane Demilly, cette mémoire, il faut aussi l'entretenir chez les jeunes Picards, les jeunes Champenois, les jeunes Lorrains qui vivent au milieu de ces cimetières et qui n'ont pas forcément connaissance de ce qui s'est passé. Surtout en France, parce que je pense que chez les Anglais, c'est vraiment quelque chose de structurel, le devoir de mémoire. Ils arborent tous le coquelicot que vous avez à votre veste cet après-midi. Donc il faut effectivement plus travailler l'approche pédagogique vis-à-vis des jeunes Français. Et donc pour cela, il va falloir probablement renouveler les collections, renouveler les approches pédagogiques vis-à-vis du jeune public pour essayer de les faire venir chez nous, au pays du coquelicot et sur la terre de Somme. Et justement, il faut de nouveaux lieux de mémoire à chaque fois, de nouveaux musées, de nouveaux espaces. C'est le cas à Thiepval. On va retrouver Thibaut Rissmann qui nous parle de cette nouvelle initiative pour porter à nouveau un autre regard sur la Première Guerre. C'est parti ou pas? Voilà, c'est bon. Merci Monsieur Lafont. Du coup, vous allez devoir céder la place à Thierry. C'est ça. Pas de problème. Ouais, ça a été un plaisir. Là, c'est bon, vous avez non, non, oui, j'ai complètement oublié. Okay. Moi, j'ai hésité. C'est toi ou c'est moi là? Ah non, c'est moi. Donc on revient sur moi et donc je dis au revoir à Monsieur Lafont et on fait entrer Monsieur Gourlin. Tu poses la première question ou c'est moi? Non, tu peux enchaîner si tu veux. Ouais. Okay. On a encore 11 minutes, ça laisse le temps d'expliquer pas mal de choses. Je sais que c'est frustrant, hein, toujours. Du coup, il me faut en gros 1 minute de temps de plateau pour dire au revoir. On a le clip de fin finalement. Ok. Non, si, oui, 11-27, ouais. Fin. Faut que je m'arrête à 1 minute et même encore avant pour qu'on ait le temps des images de fin. D'accord, le générique, il est à 0. Ok, donc en gros, moi, j'arrête de parler à 1 minute de la fin, quoi. Ok. Oui, bah ça, on fera ça avec Monsieur Demilly, ouais. Ça va être ça maintenant. Hein. Mais on va d'abord juste un tout petit peu parler de Somme 1916, le musée de Thierry Gourlin. « 2 minutes. Ok, merci.
À tout de suite Thibaut, merci pour ces informations. On va remercier également Alexandre Lafont d'avoir été parmi nous. Hein. Vous représentiez la mission Centenaire qui organise beaucoup de commémorations et d'événements commémoratifs autour de cette Première Guerre mondiale. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on va accueillir Thierry Gourlin sur notre plateau, le directeur du musée Somme 1916. Thierry Gourlin, si vous voulez vous approcher de notre plateau, le musée Somme 1916, il est juste à côté de nous. Hein, et c'est une initiative tout à fait intéressante. Bonjour, merci de nous rejoindre. Merci, bonjour à vous. Car vous-même, vous n'êtes pas historien au départ. Pas du tout, je suis gestionnaire du musée. Voilà, membre fondateur. Et membre fondateur. Exactement, avec je dirais, le député maire à côté de moi. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à créer un nouveau musée? Je pourrais poser déjà la question au député maire. C'est lui qui souhaitait faire un musée. Et puis l'idée est venue comme ça. Par mes responsabilités de sapeur-pompier, j'ai pu mettre un établissement aux normes, en conformité. À l'aide d'un collectionneur et d'une équipe de bénévoles, on a créé ce musée, voilà, associativement. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas ennuyer les jeunes générations avec cette Grande Guerre? Comment est-ce qu'on invente le musée de la Grande Guerre? Je crois qu'il faut montrer la mémoire par des scènes vivantes. Voilà. Alors, la particularité de ce musée, c'est que nous avons beaucoup de mannequins, de reconstitutions de tranchées. Et alors, bien sûr, comme je dis souvent, il ne manque que la parole à tous ces jeunes mannequins qui sont là, des jeunes mannequins, parce qu'on savait que la génération était très jeune. Et donc, en perdurant cette mémoire, les gens se retrouvent, imaginent ce que leurs aïeux ont pu vivre. Et justement, Thierry Gourlin, ce musée, qui le visite? Ce sont des Français ou que des Britanniques? Alors je dirais toute génération confondue, mais la grande majorité, ce sont des anglophones. Alors je dirais 60 à 65% de Britanniques quand même. Voilà. Mais le monde entier est présent quand même. Stéphane Demilly, c'était important que Albert ait son musée aussi. C'est très important, et on est déjà en train de réfléchir après l'effet boosting centenaire, parce que tout le monde me dit après ça va décliner. Je pense que la médiatisation importante, et merci d'y contribuer, donc de ces événements 14-18, je pense que ça va nous amener encore, ça va encore nous propulser vis-à-vis de la clientèle potentielle pendant quelques années. On renouvelle les collections, Thierry l'a dit, il y a le Baron Rouge là, qui est à côté, donc c'est aussi un élément d'attraction. Il y a le son et lumière de Pozières qui va avoir lieu au mois de juillet. L'idée c'est aussi de chasser en meute collectivement ici au Pays du Coquelicot. Et puis vous savez, si on s'appelle Pays du Coquelicot, ce n'est pas un hasard quand même. On a choisi ce nom parce qu'on veut vraiment être le point d'atterrissage des Britanniques qui viennent visiter les champs de bataille de la Grande Guerre mondiale. Julia Mahassen, justement, vous êtes guide conférencière. Est-ce que vous pensez que les gens vont continuer à s'intéresser à cette guerre? Ouais, ça c'est la grande question qui revient ici à la table à chaque reprise. Nous sommes dans l'inconnu complet et je rejoins plutôt l'avis de John Horne qui dit ça deviendra une bataille lointaine comme d'autres guerres, comme Waterloo qu'il a cité. Par contre, pour quelques nations, ça restera quand même encore un point d'atterrissage ici dans la Somme, notamment pour les Canadiens, les Australiens, aussi des Néo-Zélandais, qui commencent uniquement à fond à recevoir ce message. Il faut que j'aille voir la tombe de mon ancêtre. Et les Allemands, justement, parce qu'on dit souvent que la Deuxième Guerre a tout occulté en Allemagne et que du coup l'histoire de la Première Guerre était mal connue. Est-ce que c'est en train de changer ça ? Cette Deuxième Guerre mondiale, elle joue vraiment un rôle très très important pour le souvenir allemand pas seulement parce que ça a détruit une grande partie des archives à Berlin, donc il y a beaucoup moins d'informations disponibles. Et en 2014, il y avait un petit réveil. On l'a senti avec plus de groupes, mais c'était majoritairement des étudiants, des groupes scolaires pour des échanges scolaires. On ne voit pas des familles allemandes comme on voit des familles britanniques. Non, on en rencontre très très peu et s'ils viennent, elles restent très très discrètes. Et elles préfèrent visiter elles-mêmes les lieux et surtout les musées aussi. Thierry Gourlin, on a eu l'occasion au cours de cette semaine sur France 3 Picardie de pré-commémoration de la bataille de la Somme, d'interroger des Picards qui ne connaissent pas cette bataille de la Somme, pourtant la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale, pourtant ça s'est passé ici. Est-ce qu'il y a une opposition nette, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés, qui sont actifs dans des associations, qui font des recherches, et puis des gens qui ne s'y intéressent pas du tout, peut-être parce qu'on ne leur en a pas parlé? Alors je dirais aussi que le devoir de mémoire est transmis actuellement par les anciens combattants, entendons-nous, mais par les
l'ONAC, hein, des gens qui sont dans des écoles, qui viennent faire des interventions et qui après accompagnent ces groupes. Je pense beaucoup à la région parisienne. Il y a beaucoup des gens, alors c'est la guerre d'Algérie, hein, des anciens combattants, qui accompagnent, qui font un devoir de mémoire et qui après viennent accompagner les groupes dans ce musée. On va revoir des images de la famille royale aussi. Est-ce que quelque part c'est un produit d'appel, même si l'expression n'est pas très jolie, pour intéresser les gens à ce secteur de la Somme? C'est clair, il ne faut pas s'en cacher. Le fait d'avoir accueilli ce matin les plus hautes autorités monarchiques, républicaines du continent européen, c'était pour nous extrêmement important. D'où d'ailleurs ma pression amicale vis-à-vis du président de la République pour qu'il soit présent. Je pense qu'à partir du moment où ils sont là, il y a les médias, permettez-moi de le dire, et s'il y a les médias, derrière, effectivement, il y a une démarche commerciale intéressante pour la commercialisation des produits. Et ce devoir de mémoire, cette notion de contrainte, est-ce que ça peut parler ça aux jeunes générations, Julia Monsen? Est-ce que c'est de devoir de mémoire qu'on doit parler ou est-ce que ce sont les jeunes générations qui doivent venir vers leur passé? Alors moi, quand je passe mon temps avec des groupes, avec des jeunes, bien sûr, je parle du devoir, mais surtout, j'essaie d'expliquer ce qui peut arriver si on ne fait pas attention et si on ne se souvient pas de cette guerre et quelles conséquences auront ces guerres si on n'essaye pas de se comprendre mutuellement. Et c'est pourquoi l'apprentissage des langues est aussi tellement important. J'allais dire aussi, pour compléter Julia, le devoir ou la transmission ne se fera que par l'école, l'enseignement. Donc si on reste avec le programme de la Grande Guerre dans les classes de 3e, on pourra perpétuer la mémoire. Mais si un jour ça disparaît, je crois que là... Mais il faut le faire de manière habile aussi, parce que si c'est justement un devoir, tu dois me faire tes 100 lignes sur la Première Guerre, ça ne peut pas marcher, ça. Et ce sera le mot de la fin, peut-être justement ce rôle de l'école dans cette transmission de la mémoire. On espère en tout cas y avoir un petit peu contribué également à notre manière. On arrive à la fin de cette émission spéciale consacrée aux commémorations de la bataille de la Somme. Merci à vous, Dominique, et à tous nos invités. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, habitants d'Amiens, de Lille, de Besançon, de Reims et de leurs environs, de nous avoir suivis tout au long de cette journée. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous pour comprendre ce qu'ont vécu et pourquoi ils l'ont vécu, ces soldats de la bataille de la Somme de 1916. Merci également, un grand merci à toutes nos équipes, nos journalistes, nos techniciens et toutes ces personnes qui travaillent à faire en sorte qu'une émission comme celle-ci puisse se tenir dans de bonnes conditions, une émission exceptionnelle. N'hésitez pas à consulter notre site internet également, france3picardie.fr, pour en savoir encore un peu plus sur cette bataille de la Somme. Et puis, nouvelle édition spéciale pour les Picards ce soir dans le 19-1. Nous vous donnons rendez-vous. On se quitte avec les images marquantes de cette grande journée de commémoration de la bataille de la Somme. C'était il y a 100 ans. Nous vous souhaitons une excellente après-midi et à bientôt.